Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle démo chez Tiga. Donc aujourd'hui, je suis avec Pierre Carpentier qui est Product Builder et qui va nous montrer comment il crée un agent pour créer d'autres agents. Donc moi, Product Builder, hein, c'est un rôle qui est arrivé par rapport à une mission que j'ai en ce moment où je suis arrivé en tant que AI Solution Architect. Donc je mets en place des solutions d'IA pour mon client. Dans ce cadre-là, il y a certaines solutions qui sont vraiment des produits. Il a bien fallu les développer. Au début, je pensais aller juste à l'idée. Je ne suis pas développeur de base, même si j'étais il y a très très longtemps. Et finalement, j'ai réussi à trouver une nouvelle façon de travailler grâce à l'IA générative et au changement de malade qu'il y a eu en fin d'année dernière là, avec tous les nouveaux modèles. Et en fait, on est passé d'un mode où on pouvait générer des produits avec un code qui était plus ou moins fiable. Tout le monde regardait un peu, mais se disait bon, c'est quand même pas très stable. À là, quand même quelque chose de très sérieux. Moi, en mission, j'ai réussi à prouver qu'on pouvait envoyer des produits avec des forts niveaux de stabilité, quoi, aller chercher le feedback métier et valider nos hypothèses. Et puis là, c'est ce que je vais montrer ici qu'on reproduit chez Tiga, quoi. Allons-y. Ouais. En fait, avec l'IA, je me suis armé d'agents autour, beaucoup sur Cursor, comme on l'a dit, mais aussi j'ai créé tous mes petits outils pour pouvoir réaliser le produit sur toute la chaîne. J'ai fait un peu des estimations aussi de la productivité, de ce que ça a pu m'amener. C'est assez affolant en fait. On a un sentiment vraiment de créativité qui est impressionnant, notamment tu vois sur le développement. On voit bien sur le code, il y a un vrai levier. Plus 1200% de productivité, c'est pas trop mal. Voilà, le facteur est intéressant. Ok, très clair sur la partie Product Builder. Bon, du coup, maintenant, tu vas peut-être nous montrer ce fameux agent qui sert à créer d'autres agents. Ouais, on rentre dans le dur du sujet. Allez, allons-y. Pour créer ces agents-là, on va aller se focus sur Cursor. Nous, chez Tiga, on appelle ça l'operating system, qui est finalement l'interface agentique sur Cursor qui permet d'avoir tous ces petits agents, comme vous avez vu à l'instant, là, qui vont venir augmenter le Product Builder et le permettre d'être autonome. On va essayer de voir comment on peut clarifier le sujet. Et pour ça, je te propose d'aller faire une petite deep research sur Gemini. Moi, j'aime bien commencer par là, commencer par une petite deep research sur un sujet pour faire le tour, ne serait-ce que pour toi, découvrir le truc, c'est cool. Et même après, ça va te produire de la documentation qui va te servir de contexte pour après créer tes agents. Ok, parce que c'est important d'avoir beaucoup de documentation, beaucoup de contexte quand tu crées des agents. Ouais, en fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ces interfaces d'agentique travaillent avec des concepts qui sont ultra nouveaux. Et donc, les données d'entraînement des LLM sont pas à jour, en fait. Si tu tapes juste dans ton LLM et qu'il va pas aller chercher sur Internet, il va pas être trop à jour. Donc, moi, j'aime bien demander un peu un petit state of the art début 2026 sur le sujet. Permet de lui réinjecter un peu de contexte frais, quoi. Alors allez, on va aller dans Gemini, j'ai préparé un petit prompt et en fait on va vouloir créer une architecture agentique sur le produit. Donc là je lui demande juste l'état de l'art de tout ce qui existe dans l'écosystème de Product Builder. Mon cas il est plutôt sur Cursor, donc on va se focus là-dessus. Je veux une analyse complète des dernières innovations, donc comme j'ai dit tout à l'heure en termes de skills, de commandes, de rules et de subagent aussi ou de workflow, tu vois, ça va être tous ces petits objets là qu'on va rajouter dans Cursor, quoi. C'est quoi un subagent? Le subagent, donc tu as l'agent principal qui peut appeler un sous-agent qui lui va faire une tâche encore plus précise et s'exécuter dans un contexte qui lui est propre. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on utilise principalement ces objets. C'est qu'un des plus gros challenges de l'agentique, c'est d'optimiser ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. En fait, ton LLM, quand tu lui parles, ne peut pas lui envoyer trop d'informations, sinon il se perd. Donc l'idée, c'est de lui envoyer juste la bonne information assez précise et qu'il soit pas perdu dans tout un tas de données. C'est ça la complexité. Et donc, du coup, le subagent, lui, il va faire abstraction de ce que tu as pu dire avant et peut-être de ce que tu vas dire après et travailler dans son propre contexte. Et voilà, là, c'est la fin. Donc, on a un joli petit state of the art. On va créer un agent qui va utiliser tous ces concepts-là. D'une chose, moi, j'ai envie d'avoir une visu sur ce qu'il va utiliser pour le créer, pour voir si c'est bien les dernières choses et minimiser les hallucinations, en fait. Et puis, l'idée aussi, c'est que moi, j'ai envie de comprendre ce que je fais. Donc, le deep research aussi, il est intéressant pour avoir une analyse qui donne une bonne compréhension de ce que tu vas faire, ce que tu vas construire et potentiellement orienter aussi le LLM sur la bonne voie s'il hallucine un peu pas. Donc là, ce qu'on va faire, un petit tips, attention, truc astuce assez cool, c'est qu'ici dans notre Gemini tu peux l'exporter en tant que Google Doc. Une fois que tu l'as en Google Doc ici, tu vas pouvoir faire aussi dans File l'exporter en Markdown. En Markdown, c'est assez simple, c'est des fichiers texte avec une convention de nommage particulière qui permet en fait de structurer son document.
avec des chapitres, des listes à puces, etc. Et en fait, c'est le format, comme c'est du texte, c'est lisible par les LLM. Donc aujourd'hui, c'est un format pivot pour pouvoir spécifier des instructions ou du contexte au LLM. Donc voilà, donc on va sortir ça au format Markdown et pouvoir le réutiliser. Bon voilà, maintenant on a notre prompt. Je sens que tu as envie d'aller voir dans Cursor là. J'attends que ça. J'attends que ça. Donc dans Cursor, on va aller sur un projet qui est un projet interne TIGA, un outil qu'on développe de Value Stream Mapping. Je vous le présenterai juste après. Et là, on est donc dans le code, dans le projet avec le code, la documentation du repo. Et on va venir aller faire notre wizard ici. Bah, tu vois, Cursor, c'est typiquement, je trouve que les IDE, donc Cursor, c'est typiquement des outils qui peuvent faire un peu peur quand on connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes à l'écran. Pour avoir commencé à les utiliser, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Mais est-ce que tu pourrais prendre quelques instants, voilà, pour nous montrer un petit peu, nous expliquer ce qu'on voit à l'écran ici, donc tu vois, ce que tu as fait le repo. Ouais, je fais un petit tour et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça crée une nouvelle plateforme en fait pour faire de l'agentique, c'est-à-dire déployer des agents. Pour créer des agents, on a besoin de quoi? On a besoin d'un LLM, donc accéder un peu au cerveau, à la ressource. Ça, Cursor, il va nous proposer des modèles best in class directement dedans. Tu vas voir ici, là, tu as ton chat à côté et en dessous, tu as les modèles que tu peux sélectionner. L'autre point aussi, c'est que pour faire des bons agents, il va falloir mettre un bon système prompt. On peut appeler du contexte cognitif, c'est-à-dire le savoir ou la méthode de travail ou comment il va s'y prendre. Et c'est là où on va trouver tout ce qu'on a vu dans l'analyse tout à l'heure. Là, on va avoir nos commands, nos rules, nos skills, nos specs, etc. Alors, du coup, je vais peut-être faire une petite pause. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les skills sont aussi une nouveauté qui a été sortie il y a quelques mois maintenant par Anthropic. Et donc, en gros, il faut voir un petit peu ça comme une espèce de boîte à outils. Et donc, en fait, les skills sont des fichiers Markdown, hein, décidément, on n'y échappe pas, dans lesquels on a une spécialité, une espèce de connaissance, la capacité de faire une tâche et de la faire bien, qui est encapsulée. Et donc, en fait, plutôt que de la charger directement dans le système prompt, le LLM va juste regarder, aller lire les quelques premières lignes de chaque skill. Il voit si c'est pertinent en fonction de la tâche qu'il a à accomplir. Et si c'est le cas, il l'utilise sans forcément avoir à charger tous les skills dans le contexte. Ouais, c'est ça. Ça va surtout permettre d'optimiser le contexte. Et en fait, là où depuis quelques années, on crée des agents avec un système prompt assez personnalisé qu'on itérait dessus. Finalement, ici, on a la possibilité d'avoir un agent un peu on-demand qui de lui-même va venir charger son système prompt ou son mode de fonctionnement, sa connaissance à la volée. Donc tu retrouves ici tout au contexte cognitif. Et le deuxième point, après tu vas avoir tout ce qui est contexte. Donc là j'ai toute ma documentation produit, donc elle est dans le code, proche du repo, donc j'ai mes personas, mes heures de journée, ma vision, tout ça au format Markdown. Évidemment on est proche du code ici, donc je vais aussi avoir le code de l'application. Donc tout ça c'est mon contexte. Et le troisième point pour faire de l'agentique qui est fort, c'est l'intégration. Donc là tu vois, on a le CLI en bas, c'est un terminal. On va taper les lignes de commande. Et après dans les settings, là-haut, on va pouvoir aussi configurer les MCP pour pouvoir s'interfacer avec le reste. Alors du coup, deuxième petit point vocabulaire, le MCP, c'est des modèles Context Protocol, donc qui sont une innovation qui a été développée par Anthropic. Et donc qui est communément décrit comme étant l'USB-C de l'IA, puisqu'il permet de connecter les outils d'IA générative à d'autres outils, typiquement Figma par exemple. Ça donne un accès direct en fait au logiciel grâce à ce MCP. Et donc ça permet à l'IA d'interagir beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement, donc beaucoup plus efficacement avec ces outils. Exactement. Et du coup, en tant que product builder, on est sur cet operating system qui est Cursor, qui est un peu notre cockpit central, mais on va vouloir aussi l'interfacer avec le reste des outils de notre écosystème. Donc chez TIGA, on va avoir peut-être notre backlog qui est géré sur GitHub, on va avoir une connexion à Notion pour aller chercher de la data sur Notion ou même écrire sur Notion. Bref, tous les outils qu'on pourrait avoir dans notre écosystème vont pouvoir s'interfacer ici. Donc voilà, là on a les 3 clés de l'agentique qui sont possibles grâce à Cursor. Ça c'est un point qui me semble quand même important parce que c'est vrai que avant d'être un solopreneur, en fait, quand on est product builder, on s'inscrit toujours dans un contexte, dans un environnement d'entreprise. Et donc le fait de pouvoir déployer grâce à Cursor tes agents dans n'importe quel contexte, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, non, c'est cool. Après, ça résout pas tous les problèmes, ça pose des heureusement de sécurité. Il y a encore des questions aussi sur l'utilisation des tokens à travers les MCP, le coût que ça représente.
présente. Mais voilà, ça rend pas mal de choses possibles et on va voir l'utilité derrière dans notre fameux agent qui construit des agents. Parce que je vous ai fait là, pour la démo, j'ai fait un petit outil qui permet de voir tout ça et comment on le met en musique. Donc j'ai appelé ça le Product Builder Operating System pour matérialiser finalement ce concept entre l'agent principal. Quand je travaille, qu'est-ce qu'il va faire avec mes sous-agents, mes workflows, mes skills, les serveurs MCP. L'idée de ce petit outil, là, je l'ai fait sur un de mes projets. Là, j'ai mon main agent. Je vais me créer une équipe d'agents au sein de cette équipe. Donc là, j'ai un product manager, j'ai un DBA, j'ai un DevOps agent, j'ai mon personal assistant, un designer Streamlight. Donc en fait, ça, c'est des agents que je vais créer quand j'en ai besoin pour aller m'aider ou m'augmenter sur un sujet. Que je vais vous montrer dans la démo. Juste après, c'est comment on crée cet agent-là et toutes les dépendances qu'il a derrière. Donc on voit là le Developers Agent, par exemple, il a une skills Shell Best Practice. Le Product Manager, il a une skills Opportunity Solution Tree. Donc la skill, c'est qu'on vient aller l'enrichir avec une compétence supplémentaire sur un sujet spécifique. Et ensuite, on va avoir les sub-agents, on en a un peu parlé tout à l'heure, tu m'as demandé, et les MCP. Tout ça peut être lié, ça veut dire qu'un agent, tu vas lui dire appelle le sous-agent dans ce cas-là, etc., quoi. Un peu comme tu créerais ton équipe, ta Scrum Team avec Design, quoi. Alors, on va lancer un petit scénario. Donc, c'est juste une démo, il ne se passe rien là. Pour l'instant, j'y travaille. Donc, tu vois, dans l'exécution, Product Manager, il va aller chercher des user stories déjà présentes sur le backlog ou il va aller chercher la vision produit. Ça renvoie au main agent. Il va appeler un persona sur Foundry. Donc, dans le cloud, j'ai créé un synthétique persona, donc un utilisateur virtuel. Donc, mon agent Product Manager peut parler avec un utilisateur virtuel pour lui demander son avis sur la valeur ou des choses comme ça. Et ensuite, il va aller créer l'US, la feature là dans Notion. Ça repasse par l'agent principal. Et puis là, dans ce scénario, l'agent, il va aller envoyer un brief à mes parties prenantes. Comment ça marche aujourd'hui ? Encore une fois, cette logique d'agent à mes propres, c'est moi qui ai défini ça, c'est pas une vérité absolue, mais c'est de cette manière que moi je vais configurer l'écosystème, l'operating system là dans Cursor. Oui, du coup, Pierre, on a déjà quand même bien parlé, mais il s'agirait peut-être de créer cet agent, un petit super agent créateur d'agent maintenant. Ça arrive. Pourquoi tu commences ? Par quoi je commence ? On va retourner dans Gemini pour créer la première version de ce wizard, cet assistant qui va nous créer notre architecture d'agent. On a mis notre fichier de contexte, le Markdown, avec la super analyse qu'on a fait tout à l'heure autour de notre architecture agentique. Et ça va lui donner notre contexte. Ça, c'est ce que je disais, la petite piqûre de rappel. Et on va entrer notre besoin, ce qu'on veut, le wizard qu'on souhaite configurer. Donc là, pareil, ça peut être un peu long. Le prompt est un peu long. Déjà, je vais activer le Canva pour travailler en mode Canva, c'est-à-dire qu'en sortie, on va avoir le système prompt de notre assistant et je lui donne ce système prompt. Donc, on crée un agent wizard pour Cursor. Je vais faire souvent 2 fichiers, on va découper un peu, celui avec le système prompt principal et puis en sortie, un template avec l'architecture qu'on souhaite. Donc voilà, alors j'ai mis une petite phase au début d'audit du projet parce que ce wizard va aussi utiliser des skills pour être performant. Donc par exemple une skills pour créer des skills. On est pas mal dans le niveau d'abstraction, je le conçois. Ça fait sens, on a besoin de lui donner un peu plus de contexte. Okay. On va le voir tout à l'heure. Mais t'as sorti ton prompt ? J'ai configuré pour qu'il aille me trouver tout ce qui est nécessaire dans mon écosystème pour créer de la cohérence. Et enfin la dernière étape, c'est les skills. On va aller chercher des skills particulières pour rendre cet agent ciblé, performant sur des compétences particulières. Voilà, on a un joli petit prompt. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, là, tu te retrouves avec un prompt qui va te créer un agent qui est capable de créer des skills, de créer des agents et d'orchestrer tout ça. Exactement, c'est exactement ça. Créer des skills et même, tu vas voir, il va être capable d'aller chercher en ligne. Ouais. Et même sur la marketplace Tiga. Bon, là, Pierre vous a parlé de la marketplace de Tiga. Donc, en gros, c'est un repo qu'on a en commun chez nous qui nous permet de partager les agents. En l'occurrence, Pierre a pu créer son agent et le partager en un instant avec tous nos collègues. Ouais, voilà, c'est ça. On a notre Tiga Skills Marketplace, donc qui est faite pour mettre toutes nos skills. On le verra tout à l'heure, je disais juste avant, on peut aller aussi chercher des skills là-dedans. Mais on peut se mettre des agents et on va mettre notre agent wizard ici. Il va aller voir tous les sub-agents, les skills, tout ce que j'ai. On lui charge tout le contexte au démarrage ici. Donc là, notre wizard a fini son travail. On a itéré avec lui. Et à la fin, il nous a produit un plan qui est le plan de toute l'architecture qui doit être construite. Product Feature Manager, est-ce qu'il te plaît ou tu veux qu'on l'appelle Charles ou C'est pas Charles, mais Francis.
Francis le PM. Allez, Francis Le PM. Là, on va le prendre inherit, c'est-à-dire qu'il va reprendre le modèle de l'agent principal qu'il l'appelle. Une couleur. Donc au début, on lui fait pas confiance. On demande beaucoup de validation et après, vous pourrez itérer sur votre agent pour lui donner de plus en plus de latitude, gagner du temps, comme avec finalement un nouveau collaborateur dans son équipe. Les agents ne sont pas encore construits normalement. Bon, là, je viens déjà de tout lancer, mais on a ce plan-là qui a été exécuté. Donc on va avoir la définition de notre agent principal, comment il est déclenché, quelle orchestration il va y avoir à l'intérieur. Donc on voit que c'est assez verbeux. Une présentation de l'architecture globale suite à cet agent. Donc là, c'est pas mal, ça nous permet de se rendre compte un petit peu comment tout ça fonctionne. Les skills qu'on va installer, et là on retrouve notre skills des clés du product management. Donc voilà, on a une belle spécification et à la fin, en cadeau, le wizard, il va nous donner aussi une petite vue avec un diagramme d'architecture. On va ici avoir, alors c'est pas ultra joli, mais c'est fait automatiquement. Un full charté Tiga. On aurait pu le charter Tiga, ça sera dans la V2, Charles, si tu veux. Voilà, avec l'interaction entre les skills, la data, notre PM, les sub-agents. Voilà, c'est pour ça que j'ai refait aussi l'outil que je montrais tout à l'heure, qui est un peu plus joli. Mais là, au moins, ça vous permet de valider, une fois que le wizard a terminé, de l'architecture globale et d'avoir une bonne compréhension. Donc voilà, donc l'architecture, ça, je l'ai lancé. Donc là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as lu justement tout ta spec. Et donc ensuite, tu as directement demandé à l'agent principal de Cursor d'appliquer cette spec. Comment tu as fait pour créer ensuite ton premier agent? Oui, en fait, on va créer un plan et ensuite dans Cursor, on peut demander à builder le plan, à construire le plan. Donc le modèle va lire toute la spécification et le créer. L'avantage, c'est que si on a une structure très complexe, il va pouvoir découper le plan en plusieurs parties et créer tous les éléments individuellement. Ça permet de suivre à chaque étape comment ça se passe, si tout fonctionne correctement. C'est ça. Et le plan est aussi un peu interactif, c'est-à-dire que parfois dans la construction, il peut redemander quelques questions de précision à l'utilisateur. Donc on a à la fin notre agent, notre architecture qui est plutôt fiable et je te propose de le tester. Hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Et donc voilà, on va retrouver un workflow assez classique qu'il va falloir challenger quand même. Collecte du contexte, reformuler le problème job to be done, générer 2-3 hypothèses de solutions, définir les critères de succès métriques et recommander go no go, need data. Typiquement ici, j'ai par exemple dans ce projet un fichier Markdown qui me donne ma fiche persona. Cet agent persona, lui, il va avoir une visibilité sur toute la user research que j'ai pu faire autour de l'utilisateur. Je crois aussi, il a accès à une connaissance de mon produit et il va avoir aussi accès à la base de toutes les feedbacks ou les erreurs ou anomalies que l'utilisateur aurait pu remonter sur le produit. J'utilise Sentry pour ce projet-là, donc ça permet d'y accéder, quoi. Ou alors j'ai aussi le MCP Sentry pour accéder aux insights de mon produit, quoi. Il y a cette étape qui va aller chercher les skills sur le repo Tiga. Évidemment, Tiga a ses skills en discovery. Là, par exemple, il propose de reprendre ses skills qui s'appelle Feature Discovery et une skills qui a été construite à partir de notre livre Les clés du product management, dans lequel il y a une partie spécifique sur la Feature Discovery. Et donc, je vais venir intégrer tout le savoir de cette skill directement dans mon projet. Et petit bonus aussi, il va utiliser un outil Find Skills qui va permettre d'aller chercher sur Internet, donc dans des marketplaces publics, des skills disponibles. Donc n'importe qui demain, vous pouvez utiliser des services pour aller chercher des skills, en l'occurrence ici sur skills.sh. Faire attention, dans les skills aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il peut y avoir aussi des problèmes de sécurité. Je préfère évidemment les skills Tiga. Et donc là, on peut regarder si les skills nous intéressent. Tac, tac. Il va nous dire comment il utilise les skills. Je peux aussi lui demander de me créer ma propre skills, c'est-à-dire qu'il va aller lui utiliser sa connaissance et le contexte que je lui ai donné, la discussion qu'on a eue pour la créer. Ok, et voilà, là on a notre agent qui est prêt avec la spécification finale, l'ensemble des éléments nous sont appelés ici. C'est good. On a Francis qui est sorti de terre. La création là ici, elle est directe, elle est un peu plus vite. On va pouvoir la regarder ici. Donc Francis, le PM. On a son système prompt. Ça reste assez simple, l'idée, on retrouve le workflow avec nos activités, les inputs à utiliser, les formats de sortie, les limites. Il va aussi avoir des infos sur l'utilisation des skills et notre synthétique persona. Le sub-agent a été créé ici. On retrouve le lien avec notre synthétique persona et on devrait avoir la skills de Tiga. Et voilà, elle est ici, Feature Discovery, qui a bien été téléchargée, quoi. Une fois que tu avais donné toutes tes spécifications à Cursor, lui, derrière, il s'est chargé de tout créer, de tout ranger à l'endroit adapté? Oui, c'est ça.
Là, dans la configuration, il sait où il doit créer les éléments, il les crée au bon endroit. Donc voilà, pas besoin de connaissances en architecture très précises. Non. Si on avait voulu rajouter un MCP, peut-être qu'on aurait dû le faire à la main. Parfois, il n'est pas capable de tout faire. Mais globalement, oui, l'idée, c'est d'encapsuler toute la création de cette architecture directement grâce au Wizard. Il va nous challenger avec des méthodes traditionnelles. Risque de valeur. Alors, est-ce que les utilisateurs vont réellement utiliser ces recommandations structurées plutôt que le Markdown brut? Donc là, on est vraiment sur un challenge. Parfois, en tant que PM, on n'est pas assez challengé par la valeur sur nos utilisateurs. Là, il va vraiment aller à fond. Donc nous, on va livrer et mesurer. Quand on est product builder, on achète et on adopte le Lean Startup. Donc on espère qu'on va avoir cette feature très rapidement et que demain, pour la faire tester aux utilisateurs. Risque d'instabilité, pas d'avis, à toi de recommander. Oui, et parfois, alors là, on passe quand même beaucoup de temps à cadrer, c'est important parce que derrière, on a envie que quand l'agent se lance, il sorte une bonne feature. Plus on sera précis, moins le LLM, il pourra diverger et interpréter lui-même les choses. Donc le cadrage, il est super important. On parle pas mal en ce moment de aspect driven development ou de retour aux spécifications. C'est clairement ce qu'on essaye de faire ici, là, d'avoir quelque chose de très structuré. Donc on passe quand même beaucoup de temps sur le cadrage. C'est là que tu vois que, par rapport à tous les débats qu'il peut y avoir sur la vie des product people, il y a quand même une partie du man in the loop qui est importante. C'est justement là où il va falloir essayer d'apporter, j'imagine, en tout cas de la valeur grâce à des insights métiers en tant que professionnel. Ouais, exactement. Là, c'est ça. Et puis cette conversation avec l'agent qui va aller faire que tu accélères les choses et que tu vas plus vite. Donc là, j'ai mis un petit texte au début, mais typiquement, ce que je vais pouvoir faire, moi, ça m'arrive souvent de faire un point d'une demi-heure avec mes utilisateurs. Je vais utiliser le transcript de la réunion, faire un compte rendu pour qu'ils me mettent ça sous forme de business case ou un premier compte rendu des features. Et je vais le mettre directement à Francis et lui dire voilà mon échange avec l'utilisateur en travaillant sur les features. Là, on le fait à la fin un peu en mode contrôle. On pourrait aussi utiliser le persona en amont pour plus travailler le besoin. Et là, c'est à titre d'exemple. On a ce sub-agent là, mais on pourrait avoir aussi autant de sub-agents derrière par rapport à rajouter du contexte spécifique. On n'a pas rajouté dans Francis de critères sur la taille des features, mais on pourrait aussi lui dire la taille des features qu'on souhaite. On pourrait lui demander aussi, on ne l'a pas fait, mais dire à Francis, lui expliquer c'est quoi une superbe US, quel design utiliser et quel template. Je l'ai fait pour d'autres projets où je l'ai créé dans Notion, par exemple. On peut vraiment utiliser un Notion assez stylé. En fait, tu as vu, le process, il est quand même assez long. Peut-être qu'avant, je serais allé plus vite sur de la réalisation ou j'aurais peut-être passé moins de temps à structurer. Là, on va vraiment faire une analyse assez poussée, assez challengeante qui va nous permettre de gagner du temps par la suite. En sachant qu'il y avait un peu de temps pour créer l'agent, qu'il y aura un peu de temps encore pour itérer dessus, maintenant, tu as un agent qui peut faire de la discovery, des user stories à volonté. Ouais, exactement. J'ai cet agent-là. Je sais qu'il va évoluer dans le temps. Encore une fois, mon agent, c'est quoi? C'est un fichier Markdown ici. Donc, si demain, je veux changer une règle d'interaction ou je veux changer quelque chose, soit je viens le modifier directement dans le Markdown ou alors je dis à Cursor, en fait, Francis, là, il m'a créé directement les US, j'étais pas d'accord, est-ce que tu peux modifier ça dans le prompt? J'ai toujours, en fait, une discussion pour aller améliorer mes agents et la manière dont ils fonctionnent, en fait. Le Wizard, là, crée une bonne base de travail. Et après, l'idée, c'est d'itérer derrière, quoi. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut voir que même si, comme on disait, l'IDE, ça peut faire un petit peu peur, parce qu'il y a beaucoup de fenêtres, etc. En fin de compte, c'est très simple à utiliser, puisque j'ai l'impression de te voir parler avec, comme tu aurais parlé avec n'importe quel élève. Oui, n'importe quel élève ou agent, comme je disais, l'avantage, c'est qu'il va avoir accès à tout le contexte. Donc ça, c'est chouette. Là, vous avez vu, j'ai pas ouvert une ligne de code. Moi, je dirais le premier coup d'entrée, quand même, c'est de comprendre un peu GitHub et comment gestionnaire de sources. C'est peut-être le premier step technique. Et après, voilà, on peut très facilement créer ces agents, même si on fait que de la discovery et qu'on veut juste lancer l'implémentation, quoi. Là, tu voulais pas faire de code, donc t'en as pas fait. Mais si on pousse un petit peu la logique, on peut aussi se dire que ces outils-là servent en fait à achever un prototype qu'on teste rapidement. Elle fait beaucoup. Exactement. Donc là, si on veut aller plus loin, je pourrais lui demander build-moi la feature l'US numéro 2. Et là, on laisserait Cursor reprendre le besoin et le faire. Mais l'idéal, ça serait de créer notre agent, peut-être, comme j'ai sur un autre projet, Tech Lead. Et lui, il va prendre le besoin, me proposer peut-être 3 solutions techniques qu'il m'explique et partir sur l'implémentation d'une. Et puis après, d'autres agents pour les tests, le déploiement et ainsi de suite. Donc l'agent Wizard, il permet ça de créer un peu tous ces agents. Et ouais, ça me fait gagner pas mal de temps, quoi. Et du coup, là, on a vu que tu t'es créé un agent pour toi, ce qui est déjà super nouvelle. Mais à l'échelle d'une entreprise, ça fonctionne comment? Ouais, en effet, je vois ta question. C'est si tout le monde a l'agent Wizard, tout le monde va se créer sa petite armée d'agents. À la limite, c'est un bon point de départ.
par contre, en effet, on voit la force derrière l'Agent Wizard. Tu as vu qu'il allait chercher une skill sur la marketplace Tiga. Et ben demain, on pourra imaginer d'avoir cette marketplace de skills qui va contenir tous les standards et les normes de l'entreprise qui permettraient d'intégrer directement les guidelines et les process dans le delivery des applications. Et donc, on pourrait imaginer demain cet operating model agentique directement intégré dans un nouvel Agent Wizard, peut-être operating model.md. C'est ce sur quoi on travaille chez Tia. Oui, j'espère pouvoir vous présenter ça la prochaine fois. Ou sinon, on pourrait aussi voir un nouvel agent qui va venir aider Francis. Bon, merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette démo. On espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très vite pour une nouvelle démo avec Pierre pour continuer à apprendre 2-3 petits tricks de Product Builder. Avec plaisir. Merci.